Bonjour, bonjour chers participants, bonjour chers intervenants. Je me demande juste si tous les intervenants sont connectés. Monsieur Judy Kayel est déjà là. Monsieur Ndoye, est-ce que vous êtes là, Monsieur Ndoye et Monsieur Wan? Moi, je suis là. Merci, c'est Monsieur Ndoye Mamadou. Et Oui. Monsieur Wan, est-ce que vous êtes là? Elle a rejoint maintenant? Ok. Donc, on va attendre juste que Monsieur Wan rejoigne le webinaire et puis on commence tout de suite. Merci beaucoup pour votre attente. Monsieur Wan, est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Bonjour, Monsieur Wan, comment Oui, allez-vous? bonjour. Ça va très bien, Bonjour. vous-même? Alors, ça va, merci beaucoup. Alors, Oui. je pense que tout le monde est là, nos chers intervenants, Monsieur Raoul, Monsieur Wan, Monsieur Judikaël et Monsieur Ndoui, et aussi nos chers participants. Alors, je passe la parole à Madame Madina pour faciliter le webinaire. Merci. Madina, est-ce que vous m'entendez? Oui, un instant, oui, je vous Oui, entends maintenant. Merci bien. parfait, merci. Merci bien. Donc, je vais passer à l'ouverture, à la session d'ouverture. Donc, mesdames et messieurs, chers participants, chers partenaires, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième webinaire co-organisé par la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du cycle de webinaires mensuel de la Fondation et portent aujourd'hui sur le thème Apprentissage tout au long de la vie en Afrique, valoriser les savoirs et traditions pour construire des sociétés apprenantes. L'apprentissage tout au long de la vie est aujourd'hui au cœur des priorités internationales et africaines, comme en témoigne l'agenda 2030, le cadre d'action de Marrakech et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le contexte africain, ces dynamiques appellent à repenser les systèmes éducatifs afin qu'ils soient à la fois plus inclusifs et davantage enracinés dans les réalités culturelles, linguistiques et sociales du continent. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre webinaire aujourd'hui. À travers ces échanges, nous souhaitons mettre en lumière la richesse des savoirs, des traditions éducatives et des langues africaines comme levier essentiel de l'apprentissage tout au long de la vie. Cette rencontre sera également l'occasion de réfléchir aux pistes permettant de mieux valoriser et intégrer ces ressources dans les politiques et pratiques éducatives afin de construire des systèmes d'apprentissage plus pertinents, équitables et adaptés au contexte africain. Pour nourrir cette réflexion, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir des personnalités de haut niveau dont les parcours illustrent un engagement exceptionnel en faveur de l'éducation et des politiques d'apprentissage en Afrique et à l'international. Donc, nous avons Monsieur Adama Wan, qui a été directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Il a été également ministre de l'Éducation au Mali et administrateur de l'OIF. Notre deuxième intervenant est Monsieur Mamadou Ndoye, qui a été également ministre au Sénégal, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique et membre du comité scientifique du projet de l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique. Nous avons comme troisième intervenant Monsieur Judikaël Aladatin, professeur en planification et gestion de l'éducation et responsable du continuum des programmes de deuxième cycle en administration et éducation au Canada. Avant de commencer, je souhaiterais partager quelques consignes pratiques afin d'assurer le bon déroulement de cette session. D'abord, nous vous invitons pour tous les participants à garder vos micros coupés pendant les interventions et à poser vos questions dans le chat. Ces questions seront traitées à la fin des interventions.
Nous avons également un formulaire qui sera partagé dans le chat et nous vous remercions de bien vouloir le renseigner afin de recevoir les informations relatives à nos prochaines activités et initiatives. Sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir officiellement ce webinaire Oui. et 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 avant d'ouvrir officiellement ce webinaire, permettez-moi de vous informer d'un léger ajustement dans notre agenda. Nous avons Monsieur Aziz Kachou, le président de la Fondation, qui a eu un imprévu de dernière minute et interviendra dans ce contexte lors de la session de clôture. Nous allons donc débuter ces échanges par l'allocution d'ouverture de Monsieur Raoul Valdez Cotera, qui est le coordonnateur en chef du programme à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Monsieur Valdez Cotera, je vous passe la parole. Vous avez la parole. Merci, Madina. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants, c'est avec un réel plaisir que l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie a contribué aux côtés de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie à l'organisation de cette deuxième série de webinaires consacrés au thème Apprentissage tout au long de la vie en Afrique, valoriser le savoir et tradition pour construire des sociétés apprenantes. J'ai salué la qualité de cette collaboration fondée sur une ambition commune visant à promouvoir des approches d'apprentissage ancrées dans les réalités africaines et ouvertes aux enjeux actuels. Je souhaite exprimer la profonde gratitude de l'UIL à M. Adamawan, ancien directeur de l'Institut, figure éminente de la réflexion internationale sur l'apprentissage tout au long de la vie. Ainsi que M. et Mme Ndoye, éminents experts des politiques éducatives et acteurs engagés de longue date en faveur du développement de l'éducation en Afrique. Leur disponibilité et leur engagement constant en faveur d'une vision humaniste, inclusive et contextualisée dans l'apprentissage méritent d'être tout particulièrement salués. J'adresse également mes remerciements à M. Jadikael Adatin ainsi qu'à l'ensemble des participants pour leur présence et leur contribution à cette réflexion collective. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un moment décisif, face à une transformation profonde qui traverse nos sociétés. L'apprentissage tout au long de la vie apparaît non pas comme une option, mais comme une nécessité structurante. Mais cette nécessité pose une question fondamentale. Comment pense l'apprentissage tout au long de la vie à partir de l'Afrique et non simplement pour l'Afrique? Les travaux sur l'apprentissage tout au long de la vie montrent que l'apprentissage ne peut être réduit à un cadre institutionnel unique. Il s'inscrit dans une pluralité d'espaces formels, non formels et informels et repose sur des dynamiques sociales, culturelles et communautaires. En Afrique, cette dynamique prend une forme particulière profondément ancrée dans les réalités sociales et culturelles. La recherche menée par le UIL sur le fondement de l'éducation des adultes en Afrique montre que l'apprentissage est étroitement lié à la vie sociale. Il se construit tout au long de la vie à travers de l'expérience, des échanges entre générations et la vie en communauté. Il contribue non seulement à la formation des individus, mais aussi au renforcement de la cohésion sociale et au développement des sociétés. Cette perspective rejoint les réflexions développées dans l'International Review of Education de l'UIL, qui mettent en avant une approche humaniste de l'éducation centrée sur la personne, les relations et les valeurs en lien avec les traditions de l'humanisme africain.
Dans le prolongement de cette approche, les travaux de l'UIL sur l'alphabétisation et sur le multilingualisme rappelaient que les langues occupent une place centrale dans les dynamiques d'apprentissage. Elles ne sont pas de simples outils de communication, mais des vecteurs de pensée, de transmission de savoir et d'ancrage culturel. Ces différentes contributions convergent vers une idée forte. L'apprentissage tout au long de la vie ne peut être pertinent et transformateur que s'il est ancré dans les contextuels culturels, linguistiques et sociaux dans lesquels il s'inscrit. Ce socle conceptuel constitue bien entendu également un levier essentiel pour les actions de renforcement de capacités menées par l'UIL auprès des pays africains en but de consolider les politiques et stratégies d'apprentissage tout au long de la vie. Dans cette perspective, l'Afrique constitue un espace d'innovation et de production de savoir capable de contribuer à la redéfinition des paradigmes éducatifs. Chers participants, ce webinaire s'inscrit dans cette ambition. Ouvrir un espace de dialogue entre savoir académique, savoir communautaire et expérience sociale d'apprentissage, afin de nourrir des réflexions susceptibles d'éclairer les politiques publiques. Il ne s'agit pas seulement de penser autrement l'éducation en Afrique, mais de contribuer à partir de l'Afrique à une transformation plus globale de manière de concevoir l'apprentissage. Je remercie une fois encore l'ensemble d'intervenants, ainsi que bien entendu notre co-organisatrice, la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie. Je souhaitais des échanges riches et porteurs de perspectives nouvelles. Je vous remercie. Un grand merci à notre collègue Raoul Valdés pour ce mot d'ouverture. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Sarah de la Fondation qui va poursuivre avec la modération pour pour la session relative au contenu de ce webinaire. Sarah, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Madina, pour cette introduction. Merci beaucoup et chaleureusement notre intervenant, Monsieur Raoul Valdés-Cotera, pour votre mot d'ouverture particulièrement riche, ainsi que l'ensemble des participants pour leur présence et leur participation active à ce webinaire. Donc, nous allons à présent entamer la séquence dédiée aux interventions structurées autour de 3 axes complémentaires, en lien bien évidemment avec la thématique de la valorisation des savoirs et des traditions dont la construction de la société, des sociétés apprenantes en Afrique. Donc, nous commencerons par le premier axe consacré à la compréhension des fondements de l'apprentissage en Afrique à travers les approches dominantes et les réalités socioculturelles. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Adama Ouane. Monsieur Adama Ouane, professeur Adama Ouane, ancien ministre de l'Éducation nationale du Mali, ancien directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'UL, ancien administrateur de la francophonie et un expert international indépendant en matière d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie, de politique, stratégie et renforcement des capacités. Pendant 30 ans de carrière à l'UNESCO, il a apporté des services dans 150 pays, contribué à la transformation institutionnelle de l'UL, participé également à toutes les conférences internationales sur l'éducation depuis, j'en tiens, en 1990. Il a parallèlement été rédacteur et président du conseil d'administration de la Revue internationale de l'éducation, IRE, donné des cours magistraux dans plusieurs universités prestigieuses et publié ou dirigé la rédaction d'une quarantaine d'ouvrages et d'articles sur l'éducation, l'alphabétisation et l'éducation non formelle, l'apprentissage tout au long de la vie, l'utilisation des langues nationales et l'humanisme.
En plus de quelques langues africaines, elle parle français, anglais, russe et allemand. Elle a aussi obtenu plusieurs distinctions honorifiques et est membre depuis 2008 de la prestigieuse Hall of Fame, la plus haute distinction pour les spécialistes de l'éducation et de la formation des adultes. Monsieur Wan, vous avez la parole. Merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Monsieur Wan. Merci et bonjour tout le monde. Permettez-moi d'abord, évidemment, de remercier et de saluer Monsieur Mamadou Ndoye, de doyen, l'aîné et le guide qui a été de tous les combats. Il a été aussi membre du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation et évidemment secrétaire exécutif de l'ADA, qui est le think tank qui a le plus contribué au développement de l'éducation en Afrique. Mesdames et messieurs, chers participants, chers collègues et amis de l'Afrique et de l'apprentissage tout au long de la vie, permettez-moi en guise d'introduction, avant même la position du problème, pour emprunter une expression canadienne, une excursion sur le thème général de ce webinaire, sur la thématique qui est la mission, la raison d'être de l'IUL et de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie, à savoir l'apprentissage tout au long de la vie, la création de sociétés, non seulement de savoir, mais perpétuellement apprenantes et transformatrices. L'apprentissage tout au long de la vie, même si on doit cette formulation, ou du moins, même si cette formulation a été popularisée par Jacques Delors, ce concept est aussi vieux que le monde, pour reprendre une expression populaire. En effet, l'apprentissage n'a pas de limite, il est sans fin, de la naissance à la mort, du berceau au tombeau, et même au-delà, pour les cultures qui croient à la résurrection, à l'incarnation, à une vie au-delà. Toutes les cultures, toutes les religions s'en font écho. Ikra, lis, apprends, dit le Saint-Coran. Cherche la connaissance, même s'il faut aller en Chine. Ou encore, l'encre du savant, l'encre du sachant est plus précieuse que le sang du martyr. De telles formulations abondent dans tous les grands livres de toutes les religions et plus particulièrement dans les cultures populaires, les contes, les proverbes et autres dictions. La finalité de l'éducation tout court, celle de l'apprentissage tout au long de la vie, est l'humanisme, ou faut-il dire était l'humanisme, ce qui fait l'essence de l'être idéal et du devenir humain préféré ou rêvé. Cette vision de l'apprentissage tout au long de la vie, découlant d'une perception naturelle, articulée et intégrée à la vie et à la marche des sociétés, est obstruée par des perceptions erronées de l'objet, nécessitant et drainant ainsi des ressources et des efforts considérables. Quels sont ces prismes déformants? Une conception pyramidale de l'éducation qui situe l'apprentissage tout au long de la vie au sommet, alors que cette dernière est horizontale, intégrative, de bas en haut. Une autre perception qui est évolutive de ce concept, la plaçant à la fin comme couronnement du cycle éducatif, alors qu'elle est présente dès l'inception. Elle est transversale, holistique, à tous les stages et transformative en même temps. Il y a une définition développementale attribuant ce concept aux pays ayant atteint ou acquis un certain niveau de développement selon des critères qui seront d'ailleurs de plus en plus contestés, alors qu'elle est présente et doit être construite à tous les niveaux du système. Une réduction, une assimilation du concept à une forme ou une modalité d'éducation, comme l'éducation permanente,
l'éducation des adultes, la formation professionnelle ou l'enseignement supérieur, pour mentionner des formations les plus courantes, et qui continuent malheureusement de figurer dans les initiatives et documents majeurs comme l'ODD 4 des Nations Unies ou les stratégies continentales d'éducation de l'Union africaine. Ce décor était important pour comprendre mon parti pris dans la perspective africaine que je vais aborder, dans l'analyse des limites des modèles éducatifs dominants en Afrique et l'impératif de prendre en compte les savoirs, valeurs, culture africaine et l'humanisme qui véhicule, surtout dans un contexte géopolitique global de perte de valeur, d'indifférence à la douleur et à la souffrance, d'éloge de la force et de la violence, de rejet de l'autre et des autres, de l'instrumentalisation et de machinisation du monde. Laissez-moi maintenant passer à une analyse des modèles dominants d'éducation et l'implication pour bâtir les systèmes d'éducation des adultes. Les références à l'apprentissage tout au long de la vie dans les documents politiques et stratégiques se résument à des déclarations d'intention, des formulations empruntées ou liées à des recommandations internationales. L'analyse des spécificités socioculturelles laisse entrevoir des prémices et fondements favorables et propices à l'éclosion des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi de facteurs structurels et épistémiques des systèmes dominants d'en repousser, voire d'en empêcher l'avènement. Toute analyse doit s'effectuer autour de 4 points forts. Le premier, les systèmes allogènes traditionnels d'initiation et d'éducation. Deuxième temps fort, l'éducation coloniale. Troisième, les systèmes post-indépendance. Et quatrième, évidemment, les récents efforts de véritable refondation en plaçant à la convergence de redécouverte des savoirs et valeurs traditionnelles et l'impératif de l'innovation, de la créativité et de l'anticipation face aux exigences liées à l'accélération des mutations et transformations du monde. Les systèmes traditionnels d'éducation et de formation. L'Afrique n'est pas un désert éducatif. Il y régnait des systèmes divers et sophistiqués d'éducation et de formation abusivement confinés à l'initiation pour en réduire la portée, afin de magnifier l'imposition et l'implantation de l'éducation occidentale dans la plupart des pays du continent. L'Afrique n'est donc pas un désert éducatif. Elle est au contraire un continent de traditions éducatives anciennes, riches, complexes et profondément enracinées dans les sociétés. Monsieur Wan, est-ce que vous m'entendez? Je Oui, m'excuse de vous avoir interrompu. Excusez-moi. Juste, je pense que vous utilisez deux appareils pour vous connecter au webinaire. C'est pour ça qu'on entend des échos. Et c'est pas très clair votre son. alors, Est-ce que vous pouvez juste utiliser un seul appareil ou ou couper le micro sur l'un des deux? attendez, je vois ce que je peux faire, peut-être. Sinon, on peut faire un essai. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, c'est bien. Maintenant, c'est C'est bon? parfait. C'est Oui, c'est parfait? parfait. Merci Sûr? beaucoup. Merci. Ok, très bien. Je disais donc que l'Afrique n'est pas un désert, elle est au contraire un continent de traditions éducatives anciennes, riches, complexes et profondément enrichies dans les sociétés. Avant l'école dite moderne, il existe encore des systèmes intégrés d'éducation traditionnelle, des systèmes et réseaux d'initiation et de formation, des mécanismes huilés, sensibles et sophistiqués de transmission intergénérationnelle, des formes d'apprentissage, de pratique et d'expérimentation intégrées à la vie quotidienne, préparant
pour le présent et le futur. On y apprend à cultiver, à produire, à soigner, à gouverner, à créer, à méditer, à rêver, à jouer, à se divertir. Mais surtout, on y apprend à devenir, car on ne naît pas homme, on le devient, dit-on dans plusieurs sociétés africaines. C'est ce cheminement et parcours initiatique de l'enfant Peul du Poulon que retrace Ampateba dans son livre Kaïdara. C'est à cela qu'est dédié le Centre multipolaire d'enseignement traditionnel d'O Kaïdara, dirigé par le professeur Ibrahim Ndiaye. Il distingue 5 stages dans la formation de l'enfant mandingue, avec une finalité, un principe pour chaque étape et une intervention coordonnée et normée de la société, de la cité, de la communauté, des familles et des individus, selon les enseignements proposés dans le Dokaïdara. La première étape, le premier principe, c'est le Mogoya, devenir un homme. Deuxième principe, le Mogosebeya, devenir un bon homme, un véritable homme. Troisième principe et étape, Mogosebeya, l'enfant est la progéniture ici de l'homme bon, de l'homme véritable. Quatrième principe, tout cela est cimenté et doit être cimenté par le Horoya, qui veut dire les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de droiture et de respect. Enfin, cinquième étape, le principe régulateur social profond de tout, c'est le Sinanguya, c'est-à-dire le cousinage apparenté, à plaisanterie, qui permet de tout dire, tout exprimer, tout critiquer, même aux plus puissants, y compris les rois. Ainsi donc, dans de nombreuses sociétés ouest-africaines chez les Mandés, les écoles de chasseurs ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage technique. On y apprend à lire la nature, à lire le monde cosmique, à interpréter des signes, à maîtriser ses émotions, à respecter des règles éthiques strictes. De même, dans les sociétés initiatiques d'Afrique centrale et australe, les rites de passage qu'ils concernent les jeunes garçons ou les jeunes filles sont de véritables curricula sociaux. Apprentissage des responsabilités, compréhension des rôles sociaux, transmission des valeurs morales, acquisition de compétences pratiques. Deux traits caractéristiques forts de l'éducation traditionnelle qui se retrouvent sous des formes variées au travers les Afriques, car le continent est pluriel, c'est le fondement humaniste dont se réclament même certaines approches qui frisent parfois la priorité, et la dimension éthique qui filtre les interventions, les résultats et les appréciations. À propos des fondements humanistes, l'homme, l'être qui est tout et qui n'est rien, existe, doit vivre, fonctionner et rêver en relation avec la société, mais et surtout avec l'environnement. L'humanisme, notre trait distinctif et notre raison d'être, s'articule autour de valeurs, de comportements qui confirment notre humanité, notre singularité et le désir ardent de faire triompher, protéger et prospérer en nous la bonté contre le penchant animal latent qui se cache tapis en nous et dont on voit les ravages aujourd'hui. C'est cette finalité qui fonde, nourrit et sert de repère à la revendication d'une perspective africaine authentique, généreuse, mais critique. Comme l'exprime éloquemment le professeur Alioune Diop, philosophe et essayiste sénégalais, nos peuples veulent simplement dire que ce que seuls ils peuvent révéler, comment ils se pensent et se définissent par rapport à la situation du monde et par rapport aux grands problèmes de l'humanité. Ce regard à travers le prisme de la culture est précieux et fondamental, car la culture est une tension perpétuelle entre deux pôles,
d'une part, ce qui est propre à l'être humain en tant que tel, de l'autre, ce qui amène chaque peuple à revendiquer le droit de mettre en avant son originalité, c'est-à-dire ce qui le rend unique et irremplaçable. Il s'agit donc pour les Africains de trouver leur propre vérité ou de la redécouvrir dans la liberté de faire, de rencontrer le rêve et la vie. Des sagesses et des philosophies naissent, s'enrichissent, se répandent, se dispersent, articulées autour du devenir humain et de la conception répandue en Afrique selon laquelle l'être humain n'est pas une partie d'un tout, mais une synthèse d'un tout. C'est sa diversité et surtout la qualité des relations qu'il sait entretenir qui confèrent grandeur et autorité à l'être humain. Sa rationalité, c'est sa relationnalité. Cette perception, cette conception est incarnée aussi dans bien des sociétés d'Afrique australe comme le Ubuntu. Vous êtes, donc je suis. C'est la relation aux autres, dans la relation aux autres, que l'être humain trouve son humanité. Une personne est une personne à travers les autres personnes. Pour en arriver là, il faut se connaître soi-même. À propos maintenant de la dimension éthique, elle est forte et même primordiale, car elle encadre tout le système, les procès, les résultats et les appréciations. La transmission des savoirs et des capacités dans plusieurs sociétés est subordonnée à la capacité, l'engagement des agents initiés à supporter le poids de la connaissance, la force des savoirs, leur détermination à ne pas enfreindre les valeurs, les normes, la priorité de l'utilité publique, sociale, communautaire et pas seulement au profit de l'intérêt individuel ou pour des raisons pécuniaires. La contre-valeur, le remboursement des prestations et services est symbolique. Une pièce de cori, une calebasse, un poulet selon les services rendus par plusieurs communautés d'Afrique. Certains savoirs, certains remèdes, certains secrets peuvent ainsi se perdre car les détenteurs ont jugé que ni leur propre progéniture, ni les disciples formés n'étaient en capacité d'en assumer la charge selon les normes et les règles, c'est-à-dire sans abus. Cette dimension de responsabilité est certes portée à l'excès, mais on voit comment aujourd'hui les meilleurs produits de l'éducation moderne sont préparés pour détruire la vie, pour détruire l'environnement, pour détruire l'humain et l'humanité, sans aucun souci quant aux conséquences de leurs actes, de leurs inventions, etc. En conséquence, donc, aucun processus de développement, aucun processus d'éducation, de formation pour le continent, avec le continent, par le continent, ne saurait se réclamer d'une quelconque finalité, d'un humanisme quelconque, d'un universalisme quelconque, sans embrasser une véritable perspective africaine, c'est-à-dire regarder vers l'intérieur pour cerner les caractéristiques des systèmes endogènes de développement et d'éducation. De même que les valeurs socioculturelles qui les sous-tendent et qui témoignent de leur résilience comme celle de tous les êtres humains face au changement et au contact avec le milieu et avec l'autre. La langue. Permettez-moi, Monsieur Wan. Oui. Il nous reste à peu près 2 minutes. Bon, Merci beaucoup. Alors là, bon, laissez-moi faire donc je laisse donc toute l'éducation coloniale et je vais maintenant donc à la, bon, rapidement sur quelques mots sur les modèles actuels, donc, ou alors, peut-être je vais encore plus loin, c'est changer de regard. Donc, comment comprendre la logique propre des apprentissages africains?
Le regard des Africains et le regard sur l'Afrique sont marqués et construits, déterminés, voire fortement ébranlés par le prisme déformant de la colonisation qui les a influencés et structurés. De quoi parle-t-on réellement lorsque nous parlons d'apprentissage de la vie en Afrique? C'est bien en Afrique, on apprend non seulement davantage, mais apprendre autrement, réapprendre ce qui a été écarté, caché et méprisé, et désapprendre aussi bien ce que nous avions nous-mêmes construit, mais surtout ce qui a été construit pour nous. Le système d'apprentissage africain repose sur une logique différente que l'on peut résumer ainsi. On n'apprend pas seulement pour savoir, on apprend pour se connaître soi-même, pour être, pour faire, pour devenir, pour transformer et pour appartenir et vivre en harmonie avec la société, la nature et le monde transcendantal. C'est donc cela, au fond, l'apprentissage tout au long de la vie. C'est cela qu'il faut redécouvrir et reconstruire en décolonisant et déconstruisant les marques visibles de la colonialité sur les systèmes éducatifs dominants. Nous sommes donc à une période charnière, d'un côté l'héritage culturel puissant, et l'autre les transformations technologiques sans précédent. Donc, pour un véritable faire une refondation du système éducatif, ce que nous devons faire, c'est une forme de refondation qui reconnaît la pluralité des savoirs, qui est ancrée dans les savoirs et les réalités locales et qui articule intelligemment tradition et innovation et transformation. Une conviction donc pour conclure, l'Afrique n'a pas à choisir entre ses racines et son avenir, car les racines sont précisément ce qui peut nourrir son avenir. Construire des sociétés apprenantes en Afrique, ce n'est pas imiter, ce n'est pas restaurer, c'est inventer. Inventer à partir de ce que nous sommes, de ce que nous savons, de ce que nous voulons devenir. Et peut-être, au fond, offrir au monde une autre manière de penser l'apprentissage, une manière plus humaine, plus relationnelle et plus durable. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Wan, pour cette intervention très éclairante et enrichissante et qui a mis la lumière sur les fondements de l'apprentissage en Afrique à travers plusieurs approches. Donc, nous poursuivons avec le deuxième axe qui porte sur la valorisation des ressources africaines d'apprentissage, notamment les savoirs, les langues et les modes de transmission. Donc, je donne la parole à Monsieur Mamadou Ndoye, ancien ministre de l'Éducation du Sénégal et ancien secrétaire exécutif de l'ADA. Monsieur Ndoye a consacré près de 60 ans au secteur de l'éducation, occupant des fonctions variées allant d'enseignant primaire, secondaire et supérieur à inspecteur, chercheur et ministre au Sénégal, notamment en charge de l'alphabétisation des langues nationales et de l'éducation de base. Et s'est également illustré sur la scène africaine et internationale en siégeant dans les conseils d'administration de plusieurs institutions majeures telles que l'Institut de la Banque mondiale, l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation et le Bureau international de l'éducation. Elle a exercé des responsabilités inspirantes, notamment comme vice-président de la Fédération internationale des syndicats d'enseignants pour l'Afrique, coordinateur d'initiatives de l'ONU pour l'Afrique et secrétaire exécutif de l'ADA, Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Expert reconnu, il a contribué à l'élaboration de programmes éducatifs dans plusieurs pays africains, en particulier pour améliorer la scolarisation à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle a aussi participé à de nombreuses rencontres internationales en tant que conférencier ou coordinateur technique. Elle est par ailleurs membre du comité scientifique du projet de l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique. Son engagement exceptionnel en faveur du développement de l'éducation a été récompensé au niveau international par l'UNESCO, qui lui a décerné la prestigieuse médaille Comenius. Monsieur Ndoye, vous avez la parole et si vous avez une présentation à partager, merci de le faire.
Merci beaucoup, madame. Je remercie également et je salue les organisateurs, nos collègues de l'UE et également tous les participants à ce webinaire. Je n'ai pas de présentation. Ma présentation, disons, est orale. Je n'ai pas de texte à présenter. Je voudrais, en guise d'introduction, d'abord remercier mon ami et frère Adama, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur le terrain continental pour la promotion de l'éducation, et lui dire aussi toute ma solidarité dans l'épreuve que traverse actuellement le peuple malien et que nous partageons ici au Sénégal. Cela dit, la problématique et les enjeux de la valorisation des ressources d'éducation, et elle me semble être une question, disons, critique. Parce qu'en Afrique comme ailleurs, la durabilité de l'éducation et de l'apprentissage doit reposer avant tout sur une base endogène. Il se trouve qu'en Afrique, le modèle éducatif dominant n'est pas le produit de l'évolution interne des sociétés africaines, mais a été imposé de l'extérieur et le plus souvent en sous-estimant, voire en disqualifiant le patrimoine africain, notamment culturel et linguistique. C'est aussi pourquoi ce que l'on appelle la crise actuelle de l'apprentissage en Afrique doit être surtout lu comme une crise de ce modèle exogène qui, actuellement épuisé, ne cesse de se heurter à des défis persistants, signe d'un statu quo. Dans ce contexte, la valorisation des ressources africaines d'apprentissage ne relève pas simplement de l'introduction d'une innovation dans nos systèmes éducatifs ou de simples réformes. En fait, elle s'inscrit dans une problématique beaucoup plus radicale, une problématique de revitalisation des systèmes, voire de rupture et de refondation des systèmes éducatifs. Ces transformations sont grosses d'enjeux critiques parce que s'y joue le renforcement de la qualité et de la pertinence des apprentissages, les questions d'inclusion et d'équité de l'éducation, de nouvelles opportunités élargies d'apprentissage tout au long de la vie et l'émergence de sociétés éducatives africaines, sans compter la question critique du développement endogène en Afrique. Pour examiner toute cette problématique, je vous propose une réflexion autour de 4 questions. Premièrement, qu'entend-on par ressources éducatives et ressources africaines d'apprentissage? Deuxièmement, comment peut-on les valoriser dans les systèmes éducatifs actuels? Troisièmement, comment promouvoir un écosystème qui soit propice à l'affirmation de ces ressources? Et quatrièmement, quelle perspective nous ouvre la valorisation des ressources africaines d'apprentissage? Première question, qu'entend-on par ressources africaines d'apprentissage? L'identification de ces ressources peut s'opérer par une approche systémique et historique. C'est tout d'abord un environnement naturel spécifique composé d'écosystèmes, d'hydrosphère, de lithosphère, de climat, de lumière solaire, de biosphère, de relief, etc. Ces différentes composantes de l'environnement africain sont sources et objets d'apprentissage et qui défient et ont défié pendant plusieurs siècles la pensée et l'action des Africains
qui étaient confrontés à des problèmes de survie et d'épanouissement progressif. Et c'est dans les interactions entre les Africains et cet environnement que sont développés des savoirs et des pratiques pour la connaissance et la transformation du milieu environnant, ainsi que différents types de ressources mobilisables pour l'apprentissage. Des ressources qui étaient pour vivre, savoirs et pratiques relatifs à l'agriculture, à la médecine, à l'artisanat, aux diverses technologies répondant aux besoins vitaux de l'homme, savoir et pratiques pour vivre ensemble en communauté, culture, langue, institutions, organisations sociales, pour s'épanouir et promouvoir l'identité des différentes communautés, jeux, ressources orales, récits, littérature, contes, proverbes, histoires, chants, pour savoir et pratiques pour transmettre aux autres générations et aux générations suivantes les parcours initiatiques, les matériels et méthodes de transmission profanes ou sacrés, intergénérationnels ou entre pairs, les jeux, les instruments, les démonstrations pratiques, les institutions et plateformes locales, les espaces culturels offrant des communautés apprenantes. Tout cela fait partie des ressources d'apprentissage. Mais lorsque nous les posons ainsi, elles sont diverses et riches d'une longue histoire, car ne l'oublions pas, le continent africain est le berceau de l'humanité. Mais cela soulève aussi un risque, le risque de percevoir ces ressources comme des objets du passé. Or, il s'agit de ressources endogènes, et endogène, comme le disait Kizerbo, ne signifie ni autarcisme, ni repli sur soi, ni référence unilatérale et optionnelle au passé ou au traditionnel, ni retour à l'éducation précoloniale. Et que endogène signifie avant tout revendication préalable d'être soi-même, avant tout commerce avec autrui. Ce qui signifie que les ressources africaines d'apprentissage constituent des ressources intrinsèquement enracinées dans la fibre historique et bioculturelle des communautés africaines. Mais elles n'en sont pas pour autant des ressources innées, car elles ont été construites de manière cumulative par des communautés africaines au fur et à mesure des progrès et des défis de l'histoire. Elles sont ouvertes à l'évolution et aux leçons de l'expérience, comme elles le sont face aux mutations technologiques et aux exigences scientifiques de notre siècle. La seconde question, c'est comment les valoriser dans le système contemporain. Du point de vue méthodologique, la valorisation de ces ressources africaines au XXIe siècle doit reposer sur les données probantes de l'expérience et de la science. En effet, les tentatives avortées comme le modèle guinéen d'éducation africaine développé par Sékou Touré nous enseignent que les approches spontanées et intuitives sont peu productives sur le terrain de l'endogénéisation des modèles éducatifs. L'adaptabilité de la plupart des ressources aux exigences éducatives actuelles se joue dans le travail technique et scientifique préalable comme celui fait sur les langues africaines, où il y a eu transcription, stabilisation, instrumentation, enrichissement lexical, aménagement didactique, modélisation pédagogique, avant de pouvoir les intégrer de manière convenable dans le système éducatif. Et ceci se prolonge aussi par une solide formation des acteurs de la chaîne de transformation, que ce soit les décideurs, chercheurs, encadreurs, enseignants. C'est donc sous ces conditions scientifiques et techniques que la valorisation des ressources d'apprentissage s'effectue, et principalement
par une intégration transversale et transformatrice aux ensembles curriculaires. Ce type d'intégration n'est ni additif, ni simple, ni soustractif. C'est un type d'intégration qui permet de repenser l'ensemble curriculaire dans la perspective, évidemment, d'un enracinement dans le contexte africain. Ainsi, l'introduction des langues africaines comme langue d'instruction a enregistré des acquis incontestables aussi bien pour l'amélioration des résultats de l'apprentissage que pour le renforcement de leur pertinence. Mais ce qu'on peut observer, c'est que ces acquis restent fragiles dans la mesure où les cultures, les savoirs, les pratiques, les représentations du monde spécifique que portent ces langues ne sont pas intégrées dans les curricula. Évidemment, une telle intégration va exiger un travail de documentation, d'aménagement, de confrontation avec les exigences des sciences de l'éducation et de l'approche scientifique interdisciplinaire. Autrement dit, les savoirs et les modes endogènes de transmission constituent des bases pour repenser techniquement et scientifiquement les ensembles curriculaires de nos systèmes éducatifs dans une perspective de revitalisation des systèmes. Il faudra alors faciliter l'accès à ces ressources par la digitalisation, podcasts en langue locale, archives numériques, écoles ouvertes, traiter scientifiquement ces ressources pour les adapter aux critères actuels de pertinence et d'efficacité, enrichir les environnements d'apprentissage, améliorer l'efficacité des approches pédagogiques, institutionnaliser un système élargi de reconnaissance des acquis informels et soutenir la recherche pour la valorisation. Alors, pour aller dans ce sens et réussir la mise en œuvre, il est vital de promouvoir un écosystème propice au développement des ressources africaines d'apprentissage. Il s'agit d'abord de renforcer le sens, l'utilité et l'utilisation des ressources africaines d'apprentissage à travers la généralisation de l'éducation de base en langue africaine. Vous savez que beaucoup de pays n'ont pas réussi jusqu'ici à le faire. La construction d'un environnement lettré en langues africaines, donnant du sens à leur acquisition par une utilisation élargie dans la vie officielle et publique. La documentation et la numérisation des ressources endogènes d'apprentissage, audio, vidéo, contenu média, pour le renforcement de l'autonomie éducative en matériel et méthodes pédagogiques locaux, jeux, instruments, réduisant ainsi la dépendance par rapport aux ressources externes. La rupture avec le caractère insulaire de l'école pour une fertilisation croisée du formel, du non-formel et de l'informel, ainsi que des partenariats éducatifs entre les acteurs de l'école et la communauté environnante. La promotion des programmes intergénérationnels avec des centres d'échange où anciens transmettent savoir technique et civique aux jeunes. La mise en place de dispositifs pour des micro-certifications et de reconnaissance des compétences acquises de manière informelle ou non formelle, permettant une intégration dans le marché du travail. La dissémination à la base d'un réseau de bibliothèques communautaires et de radios locales diffusant des contenus éducatifs contextualisés. La promotion de plateformes d'apprentissage ouvertes avec des ressources éducatives numériques libres, contextualisées, accessibles hors ligne pour zones à faible connectivité et intelligence artificielle entraînées au corpus africain. La consolidation scientifique des savoirs endogènes en agriculture, gestion de l'eau, santé, pour promouvoir des réponses adaptées et une économie du savoir local, connaissance et valorisation du potentiel endogène pour créer des emplois
en termes d'auto-emploi et d'entrepreneuriat locaux. Et pour renforcer la Excusez-moi, résilience des populations, excusez-moi, oui, Monsieur Ndoye, je me permets juste de vous rappeler qu'il nous reste 3 minutes à peu près. Merci beaucoup. je termine avec les perspectives ouvertes. Quelle perspective ouvre la valorisation des ressources africaines d'apprentissage? J'en ai parlé déjà un peu du point de vue de la pertinence et l'efficacité des apprentissages, de l'inclusion et de l'équité, de l'efficacité interne et externe fortement accrue du système, avec la réduction des redoublements, des abandons, le développement de compétences étroitement articulées à la connaissance et la transformation du milieu environnement, qui crée de nouvelles capacités de création et d'invention, ainsi que de nouvelles opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Dans une telle perspective, la multiplication et la diversification des sources et des lieux d'apprentissage qui irriguent toute la vie culturelle, sociale et économique va favoriser l'émergence de sociétés apprenantes africaines résilientes et inclusives, ainsi qu'une augmentation exponentielle des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie dans la perspective de l'ODD 4. Mais les bénéfices dépasseront le secteur de l'éducation, car, et c'est là mon dernier mot, comme le disait Kizerbo, l'éducation deviendra alors un levier opératoire de la renaissance africaine en promouvant une néo-civilisation africaine autonome, créatrice et progressive, la seule à même de propulser le développement endogène. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ndoye, pour votre présentation assez riche et qui a mis en évidence le rôle fondamental, la valorisation des ressources africaines d'apprentissage et qui a mis en particulier le rôle fondamental des savoirs et des langues africaines. Nous passons tout de suite au troisième axe consacré à la transformation des systèmes éducatifs en Afrique, notamment à travers la décolonisation des savoirs et la construction de sociétés apprenantes. Donc, je donne la parole à Monsieur Judy Kayel Aladatin, qui est professeur en planification et gestion de l'éducation à l'Université de Montréal, où il assure la responsabilité du continuum de programme de deuxième cycle en administration de l'éducation, chercheur au centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Elle est également membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur. Ses travaux portent sur la gouvernance des systèmes éducatifs, le leadership scolaire, la mobilisation et la valorisation des données en éducation, ainsi que sur l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans la gestion de l'éducation. Il est également lauréat du prix du meilleur chercheur francophone de moins de 40 ans, décerné en 2021 par l'Agence universitaire de la francophonie. Il mène de nombreuses collaborations de recherche au Canada, en Europe francophone, en Afrique subsaharienne et en Haïti. Monsieur Judy Kayel, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Voilà. Donc, à mon tour de remercier l'ensemble des organisateurs, puis des panélistes, mais aussi les participants. Donc, mon propos va porter vraiment à la suite donc, des premières communications de très haut niveau sur... ma communication portera plutôt sur la transformation donc, des systèmes éducatifs. Et je voudrais commencer plutôt par une question qui, euh, qui me taraude l'esprit. Euh, En fait, mais comment se fait-il qu'un enfant puisse être déclaré analphabète dans sa propre langue? C'est une interrogation qui est formulée dans des thèmes très proches de ce que certains auteurs ont eu à faire, certains auteurs comme Joseph Kizerbo, Thiongo aussi.
Et il me paraît essentiel de me pencher sur cette question parce que dans certains pays, cette question ne se pose pas. Dans certaines régions du monde, cette question ne se pose pas. Mais pourquoi, dans certains contextes, cette question se pose? À tout le moins, certains enfants peuvent parler leur langue maternelle, mais n'avoir aucune notion de l'écriture de cette langue-là. Alors, il me paraît essentiel de situer mon propos en disant que la transformation des systèmes éducatifs africains notamment ne consiste pas simplement à moderniser ce système, à amener du numérique, à construire des salles de classe, mais il s'agit résolument de s'interroger sur ce que c'est que former, ce que c'est que transmettre, ce que c'est que apprendre, mais en Afrique. Et quelques statistiques, euh, 40% par exemple de la population mondiale est sans accès à une éducation dans sa propre langue. C'est une fracture linguistique majeure, mais vous verrez plus loin dans mon propos que c'est une fracture qui est encore plus dense dans certaines régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne. 89% des enfants de moins de 10 ans et moins en Afrique subsaharienne ne maîtrisent pas la lecture de base. Là, on parle de la lecture dans la langue d'enseignement et c'est un défi qui est évidemment quantitatif, mais il est aussi épistémique, comme l'a dit d'ailleurs mon prédécesseur, parce qu'on s'interroge beaucoup sur la pauvreté des apprentissages, mais on ne s'intéresse presque jamais à tout le défi épistémique et même épistémologique qui est en arrière-plan de cette pauvreté des apprentissages. Et enfin, troisième statistique, euh, environ 1% ou même moins euh, des recherches scientifiques produites à travers le monde proviennent de l'Afrique subsaharienne. Évidemment, je fais partie des personnes qui invitent souvent à prendre ce 1% avec des pincettes parce qu'il y a des formes d'invisibilisation de la recherche africaine qui concourent à ce taux-là, mais quand même, on parle de 1%. Le défi n'est donc pas simplement quantitatif en termes de massification, en termes de construction de salles de classe, de fourniture de matériel et de manuels, mais il est aussi épistémique, linguistique et enfin anthropologique. Et donc, cela m'amène à aborder les trois formes d'aliénation que l'on relève souvent lorsqu'on parle du système éducatif en Afrique. D'abord, une aliénation linguistique pour plusieurs pays, pas pour tous, mais pour plusieurs pays. C'est-à-dire que l'école introduit une rupture entre la langue de la maison et la langue du savoir scolaire. Et cette école privilégie donc une langue d'élite au détriment des langues nationales, mais cela a été construit à travers l'histoire. Ensuite, il y a, à mon sens, une aliénation qui est de l'ordre épistémique, c'est-à-dire que les savoirs endogènes, la médecine, l'agronomie, le droit, la philosophie endogène sont reclassés depuis très longtemps comme du folklore ou plutôt comme des croyances et de ce fait même exclus du curriculum officiel. Enfin, il y a ce que j'appelle l'aliénation méthodologique, c'est-à-dire que la pédagogie scolaire ignore les modes africains de transmission du savoir ou de la connaissance, c'est-à-dire l'oralité, l'intergénérationnel, le communautaire, le performatif, l'aspect initiatique. Tous ces modes africains de transmission sont aussi relégués au rang de folklore et exclus de la pédagogie. Lorsqu'on parle de décolonisation, pardon, des savoirs, euh, il faut savoir que c'est un projet qui existe
qui n'est pas nouveau, qui existe depuis 60, 70 ans. Les pères fondateurs donc, de la décolonisation, Cheikh Anta Diop, depuis 1954, donc il y a de cela plus de 70 ans, a écrit un ouvrage assez évocateur qui s'intitule Nation nègre et culture. Et au fil de l'histoire, c'est un projet qui s'est enraciné avec différentes productions qu'on a du plaisir à lire, mais c'est un projet qui est toujours inachevé. Et donc, il ne s'agit pas de parler de décolonisation aujourd'hui comme un projet nouveau. C'est un projet qui est enraciné dans presque 70 ans d'histoire de la pensée africaine, qui elle-même dialogue avec les Sud globaux et les théoriciens d'ailleurs latino-américains de la colonialité. Je le garde en anglais parce que ça a plus de sens pour moi quand je dis coloniality. Alors, la décoloniser, c'est quoi? Et qu'est-ce que ce n'est pas? Décoloniser, et là je reprends encore certains propos de mes prédécesseurs, euh, la décolonisation n'est surtout pas un repli identitaire. Ce n'est pas une nostalgie précoloniale, ce n'est pas un rejet de la science moderne comme on le voit à certains endroits du monde aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un slogan politique parce que on le voit aussi aujourd'hui, on déclasse le français, on fait avancer l'anglais, on nomme des langues maternelles qui deviennent des langues nationales, mais dans le fond, les pratiques dans beaucoup de pays ne changent pas. Et c'est pas ça la décolonisation. La décolonisation, c'est plutôt un travail qui est de l'ordre épistémologique, qui commence d'abord à interroger les conditions de production et de hiérarchisation des savoirs. C'est une opération résolument de pluralisation qui essaye d'élargir les canons scientifiques au savoir endogène. Et ça, Paulin Routongi l'a très clairement montré et dans son ouvrage sur les savoirs endogènes. Mais c'est aussi une refondation institutionnelle, donc des curricula, des pédagogies et même des modes de gouvernance des systèmes éducatifs. Il s'agit aussi d'une opération de pluriversalité où, en reprenant les propos d'Achille Mbembe et de Mignolo, où l'Afrique parle au monde depuis ses propres lieux. À mon sens, il y a donc quatre dimensions de la colonialité du savoir. Cette colonialité est d'abord de l'ordre géopolitique au niveau des pouvoirs. C'est-à-dire que dans l'histoire, on a construit une forme de hiérarchisation des sociétés. Et c'est-à-dire qui décide dans ces sociétés de ce qui mérite d'être su et enseigné. On a forgé depuis avant même la colonisation et par le biais de la colonisation, on a forgé une forme de hiérarchisation géopolitique où un enfant aujourd'hui au Bénin connaît par exemple plus Camus que Paulin Routongi, par exemple. Et ensuite, il y a cette colonialité des savoirs même, c'est-à-dire une imposition des catégories européennes notamment et une relégation des savoirs locaux au rang de croyance, comme je l'ai mentionné tantôt. Il y a aussi une forme d'imposition de la langue coloniale qui s'est érigée comme le seul vecteur, la seule langue légitime de la science et de l'école. Et enfin, à mon sens, il y a une certaine infériorisation, la production de subjectivité où l'apprenant intériorise une norme étrangère comme l'étalon du vrai. Et après, on s'étonne que au sein de la population, lorsque une innovation vient d'ailleurs, que les personnes soient plus portées vers cette innovation que les innovations au niveau local, alors même que c'est l'école qui a reproduit cette forme d'infériorisation, cette colonialité de l'être en globalité. Alors, j'aborde ici, mais très rapidement, les modèles
de l'héritage colonial de l'Afrique africaine, de l'école africaine, euh, que l'on retrouve dans la littérature en trois catégories. D'abord, le modèle français qui est tourné résolument vers l'assimilation. Et donc, la logique, c'est de produire des citoyens français en Afrique dès le départ. Donc, c'était cette logique-là. Ce que cette logique produit, c'est un effacement linguistique, mais aussi un effacement culturel et une profonde coupure avec les communautés. Ensuite, il y a eu une forme d'adaptation de ce modèle que l'on retrouve dans le rapport Phelps-Stokes, qui est appelé l'école adaptée aux besoins coloniaux. Désormais, il ne s'agit plus de produire des citoyens français, mais de former des populations pour servir les besoins coloniaux. Donc, l'influence, c'est qu'il y a une forme de reproduction de la subordination économique à travers la formation des cadres qui doivent être des subalternes euh, aux, aux colons. Et enfin, il y a le modèle britannique qui est plutôt une forme d'usage utilitaire des langues locales. Donc, les langues locales sont utilisées dans une certaine mesure, mais il y a une hiérarchisation très forte, donc au niveau linguistique, et un clivage est de plus en plus persistant entre l'élite et la masse. Et donc, ces trois logiques diffèrent par leur forme, mais convergent dans leur effet globalement. C'est-à-dire que on assiste à une éducation qui est conçue depuis ailleurs pour ailleurs. Euh, Alors même que les savoirs endogènes regorgent d'une richesse méconnu, et j'hésite sur le mot méconnu parce qu'il y a énormément d'auteurs qui nous l'ont fait savoir. J'ai pris ici l'exemple de Paulin Routonji, euh, qui distingue en six catégories l'ensemble des formes de savoir avec des exemples qui auraient pu être valorisés. Donc, ces savoirs ne sont pas des reliques, mais ce sont des ressources qui sont actuelles et qui peuvent nous aider à penser le présent et l'avenir, comme l'a dit Paulin Routonji dans plusieurs ouvrages d'ailleurs. Il y a des savoirs qui relèvent de la médecine et de la pharmacopée, il y en a qui relèvent de l'agronomie, de l'architecture, du droit et de la gouvernance, mais aussi de la philosophie, des arts, de la littérature orale. Et toutes ces formes de savoir endogènes sont invisibilisées et invisibles euh, euh, dans les connaissances que l'on reproduit au sein des écoles actuellement. Euh, à mon sens, dans ce mécanisme, la question de la langue me semble être l'une des pierres angulaires. J'en arrive à ma fameuse statistique, c'est-à-dire que 80% des élèves en Afrique subsaharienne sont scolarisés dans une langue qui n'est ni leur langue maternelle, ni la langue que ces personnes, ces enfants parlent à la maison. Et après, on fait quand même des analyses sur la pauvreté des apprentissages, on s'étonne de beaucoup de résultats, on s'étonne du décrochage, alors même que cette statistique devrait nous aiguiller vers la cause ou l'une des causes les plus probables. Euh, L'enseignement dans une langue étrangère est véritablement un point de rupture, notamment dans l'école fondamentale. Parce que apprendre dans une langue que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne parle pas à la maison, induit évidemment une charge cognitive qui est double, peut conduire au décrochage, peut conduire aussi à une forme de rupture entre l'école et les familles, mais aussi à une exclusion symbolique, c'est-à-dire que le savoir scolaire demeure celui d'un autre, jamais celui de la communauté. Et c'est donc sur la base de ce diagnostic que je propose ici trois axes complémentaires qui pourraient amener à décoloniser les systèmes éducatifs. Et cela se, se construit en- dans le prolongement de ce que d'autres acteurs ont eu à déjà dit, dans ce que d'autres
auteurs ont déjà proposé, qui est ici regroupé dans une forme de proposition discutable. Cette proposition est donc en trois axes. Un premier axe qui concerne la refondation des contenus, un second axe qui concerne le renouvellement des pédagogies et un troisième axe qui concerne la reconfiguration véritablement de la gouvernance des systèmes éducatifs. Il ne s'agit pas de mettre Ah, en œuvre... excusez-moi, Monsieur Oui, Judikaël, oui, excusez-moi. Il vous reste à peu près 3 minutes. Merci beaucoup. c'est parfait. Alors, en ce qui concerne le premier axe, qui consiste à refonder les contenus et le curricula, on a déjà des bases sur lesquelles on peut partir. Euh, euh, En ce qui concerne l'histoire et la géographie, il faudrait faire de l'histoire générale de l'Afrique, qui a été publiée en 8 volumes, une ressource centrale et non périphérique des curriculums. En ce qui concerne la littérature et les arts, il faut inscrire la littérature africaine orale et écrite, donc Ampateba, Achille Mbembe, euh, tous ces auteurs-là, il faut que ce soit le cœur des programmes et non la marge. En sciences et techniques, il faut documenter, enseigner les contributions africaines qui existent mais qui sont invisibilisées. Et en ce qui concerne la philosophie, l'éthique, les sciences sociales aussi, il faut ouvrir des espaces pour la pensée africaine. Il faut étudier l'Afrique contemporaine à partir des chercheurs africains et de leurs concepts. En ce qui concerne le second axe, qui porte sur le renouvellement des pédagogies et des langues, il faut aller vers la perspective du bilinguisme additif. Il faut un investissement durable dans la production de manuels et il faut adopter des modèles de langue première, langue forte. Euh, En ce qui concerne les méthodes et les milieux, il faut articuler l'école formelle et l'éducation non formelle parce que on est dans cette forme de hiérarchisation où l'éducation s'arrête à l'école alors que il faut faire tomber les murs des écoles pour l'ouvrir à la société et c'est là que prend le sens même de l'éducation tout au long de la vie. Et le troisième axe concerne la reconfiguration de la gouvernance. Il faut bien évidemment inscrire tout cela dans la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique et essayer de générer une forme de coopération dans une logique vraiment entre les pays concernés. Alors, cela nous amène donc à construire résolument des sociétés apprenante et construire société apprenante sur la base donc de la décolonisation veut dire une société qui est pluraliste, qui articule les savoirs endogènes, les savoirs avec les savoirs scientifiques et les savoirs d'expérience, qui est plurilingue, donc qui reconnaît les langues nationales comme langue de savoir, euh, qui est intergénérationnel, intègre pleinement les aînés, qui est communautaire, qui articule la palabre et la délibération sur la chose éducative, mais qui est aussi suffisamment éthique, donc qui replace l'humain au centre. Et donc là, je parle de tout le courant du Ubuntu pédagogique, au-delà de la seule efficience en éducation. Et il y a déjà des exemples qui existent donc, dans plusieurs pays sur lesquels on peut construire. Donc, je pense que je vais finir en citant donc Joseph Kizerbo qui dit que on éduque ou on périt et actuellement on est en train de périr. Il faut savoir que décoloniser n'est pas tourner le dos au monde, mais c'est d'y entrer par sa propre porte. Et c'est pour cela que je fais vraiment mien les propos que j'ai cités au début. Il faut que l'Afrique parle au monde mais depuis ses propres lieux. Voilà, je m'en arrête là. Merci, merci beaucoup, Monsieur Judicaël, pour cette contribution assez pertinente qui met l'accent sur la transformation des systèmes éducatifs en Afrique. Je vous remercie. Je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble de nos intervenants
pour la richesse de leurs contributions qui apportent des éclairages complémentaires et particulièrement pertinents sur cette thématique de notre webinaire d'aujourd'hui. Et je cède à présent la parole à Madina pour la suite de la modération. Merci à tous. Ok, merci Sarah, merci pour ces riches contributions. Maintenant, nous allons passer aux questions. Nous avons différentes questions au niveau du chat. Nous avons deux questions de Monsieur Tabouret, Boubacar, et elle est formulée ainsi. Malgré les traditions orales très riches et variées en Afrique, elle reste toujours à la traîne dans l'acquisition d'un savoir scientifique. Et sa question est de savoir comment doter ces savoirs d'outils scientifiques indispensables, capables d'amener un changement notoire dans l'acquisition des savoirs. C'est la première question. La deuxième question, il voulait savoir, les langues nationales sont devenues des langues officielles selon la Constitution du Mali. Pouvez-vous nous donner quelques pistes de réflexion pour qu'un jour nos langues puissent devenir une langue de travail? Donc voilà les deux questions de Monsieur Boubacar Tabouret, qui était ancien directeur du Centre national des ressources de l'éducation non formelle au Mali. Donc, je vais peut-être donner la parole à Monsieur Wan et ensuite à Monsieur Ndoye et enfin, si Monsieur euh, Aladani veut répondre, je vous donne je donne la parole aux trois intervenants. Monsieur Wan, si vous voulez répondre aux questions de Monsieur Boubacar Tabouré. La première question, comment doter ces savoirs d'outils scientifiques indispensables capables d'amener un changement notoire dans l'acquisition des savoirs? Vous, on vous entend pas le micro. Bon, en attendant que Monsieur Wan essaye de... On vous entend pas? Non, ça Bon, va pas encore. Voilà, c'est bon maintenant. c'est bon maintenant? Oui, mais il y a un écho. Il y a toujours un écho. D'accord. Peut-être Monsieur Ndoye, en attendant que Monsieur Wan essaye de résoudre les problèmes techniques. Monsieur Ndoye, voulez-vous répondre à cette question? Monsieur Wan, c'est bon maintenant ou... Je ne sais pas si vous nous entendez. Allô? Monsieur Ndoye, vous nous entendez? Ok, donc je passe la parole à Monsieur Aladatin. Peut-être si vous voulez répondre à ces questions, s'il y a une question spécifique qui vous est adressée également. Avant d'arriver, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Avant d'arriver à la question spécifique sur les deux premières questions, euh, Mhm, je pense que on a quand même déjà des pistes qui ont été tracées et sur lesquelles on peut construire. J'ai mhm, parlé tantôt de l'ouvrage en 8 tomes qui a été réalisé sur l'histoire de l'Afrique et je pense que c'est la bonne piste à adopter pour les autres savoirs. C'est-à-dire qu'on peut réaliser une coopération ou une forme de mobilisation des ressources intellectuelles dans chaque pays ou dans chaque région du continent afin d'étudier ces formes de savoir, mais dans chaque domaine, mhm, et de pouvoir construire de la documentation sur ces savoirs et sur la base de cette
de cette documentation, ben, le système éducatif pourrait s'appuyer pour développer comment est-ce qu'on peut valoriser ces savoirs-là, comment est-ce qu'on peut enseigner ces savoirs aux apprenants, mais il y a ce travail de base qui manque. Et c'est pour cela que lorsqu'on rentre dans cette entreprise de valoriser les savoirs endogènes qui existent, soit on tombe dans quelque chose de désuet, soit on tombe dans quelque chose qui n'est pas actuel et on veut retourner à des savoirs qui sont précoloniaux, alors que c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faut ce travail de base, sinon on surfe toujours sur une vague et on n'y arrivera jamais. C'est vraiment ce que je pense. Il faut mutualiser les ressources intellectuelles pour faire ce travail de débroussaillage et qui est le premier pas à faire, je pense. Un grand merci, Monsieur Aladatin. Bon, je vais voir si Monsieur Wan. Monsieur Wan, vous êtes avec nous? Monsieur Ndoye? Je pense qu'on les a perdus. Donc, je vais continuer avec vous, Monsieur Aladatin, si vous me le permettez. Donc, une autre question qui vous est adressée, est la suivante. Si on refuse la colonisation, quelles actions concrètes les pays africains doivent-ils prendre pour changer ces systèmes? Selon vous, l'Afrique a-t-elle aujourd'hui les moyens de redéfinir ses propres modèles de développement? Voici une question qui est adressée. Je n'arrive pas à lire le nom de l'intervenant. Ici, c'est écrit infix, donc je peux rien dire à ce niveau. Parfait. Non, Mhm. mais c'est une question essentielle. Je pense que l'Afrique a les moyens de redéfinir sa politique éducative, de redéfinir même sa trajectoire et de faire ce travail pour, je dirais, les formes de colonialité qui existent à différents niveaux, donc que ce soit dans le choix des savoirs à enseigner, que ce soit dans la méthodologie, donc dans la pédagogie, euh, ces formes de colonialité peuvent bien sûr être nettoyées et on va aller vers une forme d'endogénéisation donc du système éducatif. C'est tout à fait possible et les conditions, j'ai pas eu le temps de vraiment m'appesantir sur cette dernière partie, mais les conditions sont aussi connues. Ce qui manque actuellement, c'est la volonté politique. Ce qui manque actuellement, c'est la coopération que nécessite euh, euh, cette décolonialisation donc des systèmes éducatifs. Mais les pistes pour y arriver, on a les pistes pour y arriver. Il y a des tentatives, et j'ai parlé tantôt de 4 exemples qui sont, dont on peut s'instruire pour vraiment travailler. Et même si on parle des moyens financiers, on a aussi les moyens financiers. Il suffit de les rediriger vers la bonne cause et d'arrêter de tourner en roue libre parce que actuellement on essaye de réparer quelque chose, mais dont les fondements euh, sont mal placés. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on perd des ressources et on parle de décrochage, on parle de crise des apprentissages, de pauvreté des apprentissages. Mais il faut retourner à la base. Il faut retourner à choisir les méthodes par lesquelles nous voulons vraiment enseigner. Il faut arrêter ces formes de transfert de connaissances ou de savoir. Mais je le répète, hein, pour finir, que il ne s'agit pas de se fermer au reste du monde. Ce n'est certainement pas ça. Il faut discuter avec le reste du monde, mais il faut parler de notre propre lieu. Un grand merci pour ces réponses, pour cette réponse. Maintenant, je ne sais pas si Monsieur Ndoye, Est-ce que vous Monsieur Ndoye, m'entendez?
Oui, on vous entend maintenant. C'est parfait. Donc, on va vous poser une question. Les questions sont vraiment relatives aux langues ici. Et ensuite, on va poser une question générale et on va essayer de conclure. Donc, la question de Monsieur Dibril, Monsieur Ndoye, vous avez identifié les langues africaines comme insuffisamment intégrées dans les systèmes éducatifs. Ma question est opérationnelle. Aujourd'hui, en 2026, combien de langues africaines disposent d'une infrastructure numérique suffisante pour qu'on l'on puisse réellement former un adulte dans sa langue maternelle avec des outils numériques? Et quel pro- et qui produit ces ressources si ce n'est pas les États, pas encore l'UNESCO à cette échelle? Voilà une question. Oui, je crois que dans ce domaine, il y a quand même un énorme travail qui est en cours dans beaucoup de pays. La question de la numérisation des contenus dans les langues est en cours. Et j'ai moi-même vu beaucoup de productions qui ont été faites au niveau du Sénégal, au niveau du Mali, au niveau de beaucoup de pays, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, que j'ai vu directement développées par des jeunes et qui sont très intéressantes et qui permettent effectivement non seulement de disposer de la langue en tant que telle comme outil d'apprentissage, mais d'avoir d'autres supports numériques et de bénéficier même un peu de l'intelligence artificielle dans ce domaine pour pouvoir mieux apprendre dans sa langue. Donc cela est en cours. Il y a des pays peut-être qui sont plus avancés que d'autres, mais c'est en cours. D'accord, un grand merci, Monsieur Ndoye. Je pense qu'on va passer par une question générale pour vous, pour les trois intervenants. Euh, un instant. Donc, c'est une question de Monsieur Mor Diakité. Il dit à travers les trois communications de la TLV, à travers les trois communications, la TLV dépasse le cadre institutionnel du ministère de l'Éducation. Alors, quel modèle de gouvernance du système éducatif africain proposez-vous pour une meilleure articulation avec les politiques publiques? Donc, je donne à chacun la parole et je pense qu'après, on va essayer de clôturer. Monsieur Wan, vous êtes avec nous? Je pense qu'il a des soucis de connexion. Entendez? Oui, on vous entend maintenant, mais toujours avec un écho, mais ça Oui, fait mais rien. j'ai Allez-y. enlevé l'écho, mais ça passe pas là. Donc, D'accord. Allez-y. Allez-y. oui, oui. Donc, la question était, vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu toutes les questions. Ah, En réalité, il y a d'abord la question d'institutionnalisation et de fait aussi que toutes ces actions doivent être réellement abordées de manière très holistique. Quand on parle de langue officielle, quand on parle d'aménagement linguistique, de doter les langues de capacités, y compris aussi d'outils, de les numériser, c'est une approche qui est tracée et on crée les conditions, les institutions qui travaillent en chaîne et ça dépasse le ministère de l'Éducation, comme le disait la dernière question. C'est une question, l'éducation, elle englobe, c'est une question de société. Il y a l'implication du ministère de l'Éducation, des autres ministères du développement, de la culture et tout. Et donc, ces actions sont des actions nationales et c'est des projets qui doivent être créés et avancer en même temps. Il ne s'agit pas simplement de dire, ce n'est pas simplement linguistique, ce n'est pas une question de langue, c'est une question d'éducation, de transformation, de vision et de perspective. Et si cette vision-là n'est pas mise en place à travers le système de développement national et doté de ressources et de mobilisation des intelligences et des génies, on ne pourra pas y arriver par les approches que nous avions, qui sont des approches un peu minimalistes et qui
sont limités à des secteurs, à des parties qui n'ont pas la clé pour porter tout ça au niveau international et couvrir tous les aspects. Ça, c'est une question fondamentale en ce qui concerne les langues officielles, les, les langues nationales. Il faut les outiller et pour les outiller, il faut les employer, les mettre dans des conditions d'utilisation. Ça a été dit par Bryce, ça a été dit aussi, ce que disait Judicael, il faut aussi décoloniser, il faut déconstruire la manière dont nous opérons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons créer un micro-espace dans le cadre, mais il faut casser le portfolio, il faut déconstruire. Si on ne fait pas, on ne procède pas de cette façon, on ne pourra pas transformer le système éducatif. Madina, votre micro est coupé. Ok, donc maintenant je donne la parole à Monsieur Ndoye et ensuite à Monsieur Aladatine par rapport à cette question. Je la répète, la TLV dépasse le cadre institutionnel du ministère de l'Éducation alors quel modèle de gouvernance du système éducatif africain proposez-vous pour une meilleure articulation avec les politiques publiques? C'est une question de Monsieur Mor Diakate. Monsieur Ndoye? Oui, je crois que si on arrive à dépasser la conception insulaire de l'école et qu'il se crée un écosystème éducatif où l'école, certes, va continuer d'exister, mais en tant que partie intégrante de tout un dispositif d'apprentissage qui englobe pratiquement tous les secteurs de la vie. À ce moment-là, la question qui va se poser, évidemment, c'est que la gouvernance va être nécessairement une gouvernance intersectorielle, même s'il existe une coordination au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je veux dire que le ministère de l'Éducation nationale peut être un centre de coordination, mais il doit être centre de coordination d'une gouvernance qui est multisectorielle ou voire même intersectorielle. Et cette gouvernance-là ne fonctionne de manière opérationnelle que s'il y a justement des programmes intégrés. Il va falloir avoir des programmes intégrés et des approches intégrées qui font que ce n'est plus l'éducation seule qui est, qui est là, mais que les autres secteurs sont là. Lorsque, par exemple, vous développez une éducation à la santé, je ne vois pas comment aujourd'hui vous pouvez développer cette éducation de la santé sans une approche intégrée avec le ministère de la Santé. C'est une question qu'aujourd'hui, l'école conçue de manière insulaire peut traiter comme cela, mais dans une perspective justement où on aura cet écosystème, il est clair qu'il va falloir ouvrir et avoir une collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, des approches collaboratives et intégrées vont être absolument indispensables dans les programmes qui vont être développés, y compris par le secteur de l'éducation. Et d'autre part, il va falloir évidemment avoir une gouvernance avec les autres secteurs qui sont concernés, mais avec un centre de coordination au niveau du ministère de l'Éducation. D'accord, merci Monsieur Ndoye. Donc je vais en fait passer la parole à Monsieur Aladatin pour qu'il réponde à cette question et nous serons obligés ici de clôturer. Et je vous passe la parole, Monsieur Aladatin. Oui, ben, très rapidement, je pense que M. Ndoye
a vraiment abordé la question. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, six éléments dont il faut tenir compte dans cette nouvelle gouvernance qui permettrait de décoloniser les systèmes éducatifs et d'aller vers l'éducation tout au long de la vie. Premier niveau, c'est d'abord donc cette gestion intersectorielle, cette collaboration entre les divers secteurs, en maintenant quand même un ministère de l'Éducation qui coordonne les actions. Mais il y a aussi, à mon sens, une certaine forme de coopération horizontale, c'est-à-dire des partenariats sud-sud, panafricains, pas dans sa forme galvaudée qu'on le voit beaucoup maintenant, mais dans sa forme, voilà, pragmatique, j'allais dire, mais aussi des partenariats nord-sud renouvelés, plutôt symétriques et non asymétriques comme ce qu'on a longtemps connu. Il faut une implication des communautés, c'est-à-dire il faut aller vers la co-construction et pas simplement les formes de consultation auxquelles on est habitué. Il faut résolument former les cadres africains à ce concept de décolonisation, à ce besoin de formation tout au long de la vie. Il faut soutenir la recherche africaine. Je l'ai dit tantôt, on a des formes de savoir, mais si la recherche n'y travaille pas, ne débroussaille pas les choses et les constitue dans des ouvrages, dans des articles, on ne peut pas les réutiliser dans le système éducatif. Et enfin, dernier élément, il faut obligatoirement une forme de volonté politique soutenue, pas simplement à travers des cycles électoraux, mais véritablement au-delà des cycles électoraux et des discours de tribune auxquels on est habitué, il faut une volonté politique soutenue. Ok. Un grand merci, Monsieur Aladinte. Nous avons plusieurs questions dans le chat, mais nous sommes obligés d'arrêter maintenant ce webinaire. Ce que nous allons faire, nous avons l'intention de développer un policy brief, un document stratégique, une note stratégique par rapport à ce webinaire. Nous allons essayer de prendre en compte aussi les questions que vous avez posées dans le chat et aussi les contributions, vos différentes contributions qui vont servir vraiment de base pour enrichir ce document que nous voulons développer et qui va servir au niveau auprès des pays, des États membres. Donc, merci beaucoup pour ces contributions très enrichissantes. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire consacré à l'apprentissage tout au long de la vie en Afrique. Euh, nous, euh, Avant de passer la parole à la Fondation, j'aimerais brièvement présenter quelques enseignements issus de ces interventions rapidement. Donc, au niveau du croisement de ces échanges, si je peux le dire ainsi, on voit une conviction forte qui se dégage, celle que la transformation des systèmes éducatifs africains ne pourra se faire sans une réconciliation entre le savoir africain, les langues du continent, l'innovation et les exigences du monde contemporain. Donc, les différentes interventions ici ont d'abord mis en évidence la nécessité de dépasser les héritages des modèles éducatifs coloniaux, encore largement déconnectés avec les réalités culturelles, sociales et linguistiques africaines. Vous avez plaidé pour une refondation des systèmes éducatifs fondés sur une meilleure reconnaissance des savoirs endogènes, des langues africaines et de la diversité des formes d'apprentissage. Vous avez également insisté sur l'importance de repenser les contenus éducatifs, les curricula, les approches pédagogiques afin de les rendre davantage contextualisés, inclusifs et adaptés aux réalités africaines. Il s'agit non seulement de transmettre des savoirs, mais aussi de valoriser les expériences, les compétences locales et les acquis issus des apprentissages formels, non formels et informels. Un autre point essentiel qui est ressorti au cours de ces discussions est que les ressources africaines d'apprentissage, à savoir le savoir local, les traditions éducatives, les langues, le mode de transmission, ne doivent pas être perçues comme marginales, mais comme des leviers stratégiques pour construire des sociétés apprenantes, plus pertinentes, équitables
et durable. Enfin, les interventions ont aussi souligné cette valorisation des héritages africains qui doit s'accompagner d'une ouverture à l'innovation, au numérique et aux transformations technologiques. Donc, comme vous l'avez souligné, l'enjeu n'est donc pas ni un retour au passé, ni une simple reproduction des modèles extérieurs, mais bien la construction de sociétés apprenantes capables d'articuler souveraineté, conjonctive, créativité, innovation et développement durable. Un grand merci encore pour ces interventions très riches. Je passe maintenant la parole à ma collègue Sarah de la Fondation, en l'absence du président, Monsieur Cachot, qui ne pourra pas intervenir. Sarah? Merci beaucoup, Madina. Donc, avant de clôturer ce webinaire, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de Monsieur Aziz Rechour, président de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui n'a malheureusement pas pu joindre à nous aujourd'hui en raison d'un imprévu de dernière minute. Donc, je tiens également à adresser nos sincères remerciements à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, pour l'excellente collaboration et la co-organisation du webinaire, et particulièrement à Madame Madina Bouli et Monsieur Raoul Valdez-Coltera pour cette précieuse collaboration. Donc, nos remerciements vont également à l'ensemble des intervenants pour la qualité et la richesse de leurs contributions qui y ont permis d'alimenter une réflexion particulièrement pertinente autour de la valorisation des savoirs et traditions pour construire des sociétés africaines apprenantes. Je remercie également chaleureusement tous les participants pour leur présence, leur intérêt, leur échange tout au long de cette session et nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement dans le cadre d'un nouveau webinaire le mois prochain et qui sera consacré à une autre thématique liée à l'apprentissage tout au long de la vie. On vous remercie encore une fois pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci.